Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, grève de 72 heures décrétée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Un mot d'ordre bien suivi dans les campus pédagogiques. Selon son secrétaire général, le SAES demande l'application du décret signé par le chef de l'État concernant le Fonds national de retraite du Sénégal. À suivre en début de journal la réaction de David Célestin Faye. Dans cette édition, nous reparlerons des rapports d'exécution budgétaire du Sénégal. En 2025, 1027 milliards de francs CFA ont été mobilisés et 1419 milliards dépensés au premier trimestre. On note un déficit maîtrisé mais un recul des investissements. Pour l'année 2024, vous aurez dans ce journal les explications de Massamba Dieng, directeur général du budget, et le professeur en économie Ahmad Ndiaye. Pendant ce temps, à Kaolack, la production de semences préoccupe la société coopérative de Taïba Niassène qui a procédé à la distribution des kits de semences d'arachide et intrants agricoles. Elle interpelle l'État du Sénégal. Les détails dans cette édition avec notre correspondant permanent Sékou Diallo. Prévention hivernale, le maire de Dakar poursuit ses visites d'inspection des travaux de curage des canaux à ciel ouvert du département de Dakar. Ngonemeng était à la cité Kergorgui et à Yoff Tongor en filigrane la prévention des inondations et la protection des populations riveraines. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais il y a un instant, grève de 72 heures décrétée par le SAES, un mot d'ordre bien suivi dans les différents campus pédagogiques. Le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, ne comprend pas les raisons pour lesquelles le décret signé par le chef de l'État n'est pas toujours appliqué par le Fonds national de retraite du Sénégal. Voici les explications de David Célestin Faye. Il est le secrétaire général du SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. On a été contraint de déclencher notre mouvement de grève et ce n'est pas le gaieté du cœur. Et globalement, le SAES n'a pas un problème de mot d'ordre, donc les militants sont disciplinés. Ceux qui doivent suivre le mot d'ordre le suivent normalement et en tout cas, nous espérons que d'ici en tout cas que le mouvement finisse, les autorités donnent les instructions nécessaires pour que ces familles-là soient rétablies dans leurs droits. Puisque le décret a été signé depuis le 7 mars 2025 et nous avons lancé toutes les alertes depuis 3 mois pour que l'application effective puisse être faite par le ministère des Finances. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Il y a des gens du FNR qui apparemment s'y opposent et nous ne comprenons pas que le président de la République signe un décret et que certaines personnes depuis le bureau l'interprètent pour nous exclure actuels des enseignants en prétextant que ça va être les veuves futures, donc les futurs morts et les futures veuves. Ça n'a aucun sens. Tout ce que nous demandons, c'est que les autorités prennent conscience de la situation, que ces veuves soient rétablies dans le droit. Je vous rappelle quand même, ça fait depuis 2020 que ce problème-là, nous essayons de le régler depuis 2020. C'est finalement en 2023 qu'on a eu un protocole d'accord et ensuite un décret en 2024 perdu, un autre décret en 2025 et après on refuse de l'appliquer. Vous voyez, ça fait depuis quand même 5 ans qu'on court derrière une chose et je pense que ça suffit quand même. Le président et le premier ministre ont déjà signé le décret. Comment et pourquoi les fonctionnaires devraient l'interpréter pour exclure certaines personnes? Ça ressemble à un acharnement contre ces familles, contre ces veuves et ces orphelins sans défense. C'est de l'acharnement qui ne dit pas son nom et qui dure depuis quand même 5 ans. Il faudrait que cela cesse. En économie, le directeur général du budget, Massamba Dieng, se prononce sur le rapport trimestriel d'exécution budgétaire couvrant le 4e trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Il revient sur les retards, les innovations et les ambitions. Le ministère des Finances et du Budget ambitionne de renforcer la qualité de l'information financière dans les meilleurs délais
Explication avec Massamba Dieng, il est le directeur général du budget. S'agissant des retards que nous avons constatés, il s'explique essentiellement par le souhait du ministère des Finances de fiabiliser, de rendre exhaustives toutes les informations qui seront contenues dans ce rapport. Il a été constaté au moment de la finalisation du rapport au mois d'avril que des informations n'étaient pas contenues dans ce rapport. Il s'agit essentiellement des arriérés de paiement et des dépenses extra-budgétaires. Or, on connaît tous le contexte qui est ici actuellement, avec le débat sur la fiabilité des informations financières et qui est en train de porter un coup dur à la situation des finances publiques de notre pays. Donc, il était de notre responsabilité, de la responsabilité du ministère des Finances, de veiller à ce que les informations qui sont publiées soient fiables et exhaustives. Donc, ça a pris un peu de temps pour la fiabilisation et pour pouvoir intégrer les arriérés et les dépenses extra-budgétaires. C'est ce qui a été fait. S'agissant du premier trimestre de 2025, le retard s'explique essentiellement par le fait qu'il ne pouvait pas y avoir un saut de publication. Il fallait publier le rapport du quatrième trimestre avant de publier le rapport du premier trimestre. Le ministère aussi s'est inscrit dans la dynamique de fiabiliser toutes les informations qui seront mises à la disposition de la population. C'est ainsi qu'il est prévu de réformer fondamentalement le rapport trimestriel d'exécution budgétaire, en y intégrant la partie financement, notamment le remboursement de la dette en capital, le financement du déficit et les moyens de couverture de ces deux éléments, notamment les types d'interventions que l'État fera aussi bien sur le marché financier que sur le marché bancaire. À l'instant, Massamba Dieng, il est le directeur général du budget. Rapport d'exécution budgétaire du Sénégal en 2025, 1027 milliards ont été mobilisés et 1419 milliards de francs CFA dépensés au premier trimestre. On note un déficit maîtrisé, mais un recul des investissements pour l'année 2024. 4005 milliards de recettes avaient été mobilisés et 6506 milliards dépensés au quatrième trimestre. Quelle lecture faire de ces chiffres? Le professeur en économie Ahmad Ndiaye, enseignant-chercheur à la FASEG, Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD, note que c'est préoccupant avec un lourd déficit budgétaire. Je propose de l'écouter, il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Ça révèle une situation préoccupante quand même des finances publiques. Parce que même si les recettes fiscales se sont bien comportées, donc il y a une préoccupation. Parce qu'il y a le niveau élevé du déficit budgétaire de 2024, il y a la faible exécution des dépenses, des investissements publics, il y a le poids croissant de la dette. Ensuite, qui se traduit par exemple par l'augmentation des taux d'intérêt. C'est une situation très préoccupante. Donc on peut résumer ça en 5 points. Le premier point, c'est que les recettes fiscales ont augmenté de 11,6% en 2025 à début 2024. C'est une bonne dynamique. Deuxièmement, on peut dire qu'aussi, on peut regretter que les ressources extérieures, les dons, soient quasi inexistantes pour le premier trimestre 2025. Parce que ça limite les marges de manœuvre, les marges de financement du gouvernement. Troisièmement, on peut aussi déplorer le fait que les charges d'intérêt sur la dette est bondi. Les charges ont bondi de 24% dans ce premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre de 2024. C'est préoccupant, la charge d'intérêt de la dette. Ensuite, le quatrièmement, on peut déplorer aussi la faiblesse des investissements publics. Parce que les investissements publics sont en net recul. Seulement 0,86% des crédits internes ont été exécutés. Donc c'est très très faible. Ça, c'est une préoccupation. La cinquième et la plus grande préoccupation, c'est que le déficit budgétaire reste élevé. Le déficit budgétaire 2024, il est presque à 12,6%. Bien au-dessus des prévisions. Donc c'est très élevé et ça, il faut vite descendre. Wing Impact débarque à Dakar. La mission économique Tunisie-Sénégal est en marche. L'objectif est d'encourager des dynamiques de co-développement. Cette rencontre a pour ambition de créer des synergies concrètes entre les secteurs privés des deux pays. Je propose de suivre la réaction de Rachid Saïdani, ambassadeur de la Tunisie au Sénégal. Il est au micro de Cheikh Ahmed Tidjandou. Nous, à l'ambassade ici, nous sommes très heureux de la dynamique
qui connaît les relations entre les deux pays. La mission qu'a menée Mme Sahar et les deux autres missions a fait que nous sommes au bout de quelques jours, au bout de ces 2 semaines, avec plus de 50 entreprises qui sont ici à Dakar, qui ont été présentes ici à Dakar. Et donc nous sommes très heureux de cette dynamique et cet élan dans les relations entre les deux pays. Les deux pays, elles peuvent apporter beaucoup, chacun à l'autre. Donc les deux pays, ils sont liés par des liens solides d'histoire, de culture et de vision très proche, politique et économique. Les deux pays partagent beaucoup d'opportunités. Le Sénégal il a un très ambitieux plan de développement économique, la vision Sénégal 2050, qui est axée sur plusieurs priorités, l'agriculture, l'industrialisation, le digital, et dans tous ces domaines, les deux pays peuvent apporter chacun à l'autre dans une logique de complémentarité connue souvent sous le terme gagnant-gagnant. Donc les deux pays, ils ont beaucoup d'acquis et de réalisations qu'ils peuvent, beaucoup d'expertise qu'ils peuvent partager. Tous les deux, nous sommes en Tunisie prêts et disposés à partager toute l'expérience et toute l'expertise et tout le potentiel qu'on a avec nos frères sénégalais dans tout le domaine, surtout l'agriculture. À Kaolack, la société de coopérative de production, de commercialisation et de transformation de Taïba Niassène a procédé à la distribution des kits de semences d'arachide et intrants agricoles. Cette coopérative s'active aussi dans la production de semences pour une autonomisation semencière. Ses membres interpellent l'État du Sénégal. Les détails avec Sekou Diallo et Astumbaye. La société de coopérative de production, de transformation et de la commercialisation de Taïba Niassène a mis à la disposition de ses membres des kits de semences et d'intrants agricoles. Ahmad Diakhaté Niass, membre de cette société de coopérative. Vu que cette année-ci, il y a un problème, je ne dis pas même de semences, mais il y a un problème d'arachide de qualité. La coopérative avait anticipé en achetant de bonnes graines stockées qui est en train d'être distribuées à ses membres. Chaque membre aura 150 kg d'arachide, 150 kg d'engrais et plus des kits pour l'amélioration des terres. L'objectif de cette société de coopérative est d'atteindre l'autonomisation sémencière d'ici 2030. On est en train de déposer une demande pour faire un programme de multiplication de semences, de sorte que d'ici 5 ans, on aura une autosuffisance en semences locales. Parce qu'il faut le dire, au Sénégal, il n'y a pas de semences. Et pour qu'il y ait des semences, il faut que les organisations de base prennent leur propre initiative. Et nous sommes en train de le faire. Mais on a démarré, il faut le dire, avec des arachides qui sont des semences tout venant. Cette société de coopérative attend l'appui de l'État pour beaucoup plus de résultats dans la production agricole. L'État ne peut pas appuyer tous les Sénégalais un à un, mais si on s'organise autour des organisations telles que les coopératives, l'État parviendra à les appuyer. Environ 2000 producteurs membres de cette coopérative ont reçu des semences d'arachide. Ils vont également recevoir des semences de maïs pour cette présente campagne. À l'instant, Sekou Diallo, notre correspondant permanent à Kaolack. Prévention hivernale, le maire de Dakar poursuit ses visites d'inspection des travaux de curage des canaux à ciel ouvert du département de Dakar en compagnie du maire de la commune de Yoff et du préfet de la capitale, Ngone Meng, s'est rendu aujourd'hui à la cité Keur-Gorgui et à Yoff Tongor en filigrane la prévention des inondations et la protection des populations riveraines. Écoutons Chérif Mohamedou Blondé Ndiaye, préfet de Dakar. Il est au micro de Pape Mafalfal. C'est une visite suite à une saisine de la mairie et qui avait été précédée par une réunion avec les différents concessionnaires pour identifier les
différents goulots d'étranglement qui ne permettaient pas un avancement souhaité des différents projets entamés par la ville de Dakar. C'est dans ce cadre-là qu'on a été à la cité Keur Gorgui et ici même à Yoff Tongor. Nous avons constaté des avancées, nous avons également fait quelques observations. Maintenant, on a demandé aux concessionnaires de travailler en étroite collaboration avec les équipes de la ville de Dakar pour lever ces goulots et pour que véritablement les investissements faits par la ville de Dakar puissent être profitables à la population. C'est le même schéma que nous allons adopter ici même à Yoff Tongor pour véritablement régler définitivement le problème des inondations auxquelles les populations sont confrontées depuis apparemment plus de 30 ans. Donc la solution conjoncturelle, c'est en relation avec les sapeurs et les initiatives communautaires qui existent déjà, de les accompagner pour que l'hivernage puisse se passer dans les meilleures conditions. L'autre option qui est beaucoup plus structurelle, c'est de travailler avec les équipes de la ville pour véritablement mieux affiner la proposition qui a été faite par l'entreprise pour que véritablement la question des inondations au niveau de Yoff Tongor soit derrière nous définitivement. Donc c'est l'occasion pour féliciter Madame le maire et toute l'équipe municipale de la ville de Dakar pour les actions entreprises et les rassurer par rapport à la disponibilité de l'administration à les accompagner pour améliorer substantiellement les conditions de vie des populations du département de Dakar. Ouverture ce matin à Dakar du Salon international du médicament. Cette 11e édition s'articule autour de l'innovation et des solutions durables pour la santé. En toile de fond, l'amélioration du système de santé. Voici Dr Aïssatou Lo Diouf, présidente du Salon Sen Pharma. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. C'est que tout ce qui est autour de la santé se regroupe et trouve des solutions à tous nos problèmes. Le problème, c'est pour nos patients, la population sénégalaise. Nous sommes ici pour eux. Nous sommes des privés, c'est vrai, mais nous sommes ici pour le public. Nous sommes là pour servir les Sénégalais. Notre vision ne s'arrête pas juste à la pharmacie. C'est vrai, nous sommes des pharmaciens qui ont créé cette structure qui est Sen Pharma, mais nous visons plus loin. Nous voulons que toutes les sociétés savantes nous accompagnent derrière à trouver toutes les solutions innovantes qui sont là. Nous devons rattraper les Occidentaux. Nos enfants sont là, les jeunes sont là, ce sont notre avenir. Et nous savons qu'il y a l'intelligence est bien présente. Alors nous sommes là pour les aider, pour leur ouvrir le monde et montrer à tout le monde qu'ils sont présents et qu'on peut faire beaucoup pour notre pays. Disons, je sais que pour la population, les médicaments sont chers, les médicaments manquent et ce n'est pas vraiment nous, c'est une chaîne, c'est toute une chaîne. Donc avec l'appui de nos autorités, du gouvernement, je pense qu'on peut trouver toutes les solutions pour le pays. Et pour la sous-région, parce que nous sommes tous des Africains, il faut qu'on s'entraide, qu'on soit unis et qu'on soit l'État des Africains unis avec la santé. Santé toujours, atteint de la rétinopathie pigmentaire, une maladie oculaire héréditaire incurable. Un Français a lancé une campagne de sensibilisation à Mour. Il propose la mise en place d'un congrès annuel, n'est-ce pas, Mountaga Kane? La rétinopathie pigmentaire est une maladie dégénérative de la rétine qui reste incurable. Elle obéit à certaines règles d'hygiène très sévères. C'est une maladie qui évolue lentement, qui aujourd'hui ne peut pas bénéficier d'aucun traitement médicamenteux ni thérapeutique. La famille du Français Alain Broutin, qui est atteint de cette maladie héréditaire, en a fait les frais. C'est une maladie dégénérative de la rétine. J'ai tout simplement fait un mauvais héritage de maman qui a transmis à 2 garçons sur 4. C'est une forme liée à l'X et ce sont les mamans qui sont atteintes, ce sont les femmes qui sont atteintes et qui transmettent uniquement aux garçons. L'intéressé propose un congrès annuel sur la dite maladie.
En France, il y a 2 fois par an un congrès qui réunit tous les plus grands chercheurs de France qui font le point sur les avancées thérapeutiques en ophtalmologie. Ensuite, ils sont en collaboration avec les pays du monde entier. Tous les pays qui ont des congrès comme ça sur la recherche. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait aussi ici au Sénégal, que les grands chercheurs puissent échanger avec les chercheurs français et autres. Dans cet élan de sensibilisation, le Français organise un concert avec une chorale de la place dont les bénéfices serviront à renflouer les caisses du centre ophtalmologique communal de Mbour. Mountaga Kane, les enfants sont de plus en plus exposés à des problèmes oculaires qui sont dus aux écrans des téléphones, comme quoi les téléphones portables causent des dommages irréversibles aux enfants. Écoutons Dr Babacar Cissé du centre ophtalmologique communal de Mbour. Ces propos sont recueillis par Mountaga Kane et Mamadou Ba. Donc, on se rend compte que de plus en plus, nos enfants sont sujets à des pathologies oculaires, surtout ce qu'on appelle des troubles de la réfraction. Ce sont des pathologies comme la myopie, parce que tout simplement, on note de plus en plus une dépendance vis-à-vis des téléphones, des écrans. Et le problème majeur, c'est que ces outils-là sont donnés aux enfants assez tôt, quand les parents sont pris ailleurs. Pour ne pas être gênés par les enfants, ils leur donnent leur téléphone, même en bas âge. Donc l'enfant, après, a une accoutumance à ce téléphone-là, et ensuite, donc, il est en visuel, il est comme ça, constamment sur le téléphone. Et quand on a un peu cette tendance à être de façon excessive sur le téléphone, on finit par perdre de la concentration, on n'a plus de mémorisation, on n'a plus de créativité et on n'a plus d'imagination. Ce qui fait que la plupart des enfants maintenant vivent en vase clos. Ils ne sortent pas, ils ne vont pas au soleil, ils ne prennent pas l'air, ils sont confinés dans des espaces. Et dès qu'ils sortent pour regarder au loin, regarder l'horizon, ils ont des difficultés. Donc beaucoup d'enfants maintenant développent des troubles de la vision, tels que la myopie. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale ont accueilli à l'AIBD la délégation sénégalaise qui a participé aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui se sont tenues au Botswana. L'équipe nationale est rentrée avec 9 médailles, dont une en or. Elhadji Pape Kandji, directeur de l'enseignement secondaire moyen général, s'est félicité de cette belle moisson. Il est interrogé par Babacar Seck. En 2024, on a eu 7 médailles, dont 4 médailles en argent. Cette année, notre slogan, c'était quoi? Le Sénégal vise l'or. Et aujourd'hui, nous avons 9 médailles, dont 2 en or. Et je vous dis ça, c'est à mettre dans l'actif vraiment aux autorités, en particulier monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui ne ménage aucun effort pour vraiment la promotion des mathématiques et des sciences. Je vous dis, ces élèves-là qui nous viennent à De Botswana sont tous des lauréats du concours général. J'en profite pour vous dire, Ahmed Babou est le meilleur élève du concours général avec 4 prix. Un premier prix en français, un premier prix en espagnol, un 3e prix en mathématiques et un 3e prix en citoyenneté. Je n'ai pas oublié Mademoiselle Wan avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Pour dire, et dans notre dispositif, nous avons de la pépinière. Et chaque année, on organise au niveau des académies, au niveau des EF, des présélections, des sélections, et on les encadre à distance et en présentiel. Pas plus tard que le mois passé, on a organisé un camp d'entraînement. Ce que vous voyez là, c'est une équipe nationale avec des encadreurs, avec des gens qui y croient et que nous savons vraiment ce que nous faisons. Je dis au nom de les plus hautes autorités, soyez-en remerciés. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Mamadou Sarr, secrétaire général de l'ASIS, Association des commerçants et industriels du Sénégal, section Thiaroye. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.